Et si le générique était la partie la plus passionnante du film ? Entre les affiches qui manquent de place et les génériques qui défilent toujours trop vite, le mystère perdure autour des métiers du cinéma. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager nos conversations avec ces acteurs de l'ombre. Installez-vous confortablement, on vous emmène hors cadre. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Bonjour Margot. Tu es chargée de production. Oui. Qu'est-ce que c'est ce métier ? En fait, il y a autant, je pense, de fiches de poste de chargé de production que de sociétés de production, ou même que de producteurs, ou même que de chargés de production. C'est un métier un peu qui peut être assez large, mais un peu comme le métier des producteurs, parce qu'en fait, on va suivre les projets. Nous, on s'occupe beaucoup des financements publics, de tout le lien avec le CNC du côté administratif ou du côté des demandes de subventions. Après, au moment de la vie du tournage et de la post-production, on a un peu la personne référente que l'équipe extérieure peut contacter. Donc, c'est un peu de la coordination, du suivi, que tout soit fait dans le bon ordre administratif, contractuel, etc. Le lien avec le service des administrations et de la compta aussi, entre les équipes ou pas. Voilà, essayer de coordonner tout ça, que tout se passe bien. Suivi de la post-production et puis suivi du marketing et de la communication au moment de la sortie. Avec les producteurs, avec les distributeurs, on va un peu aussi coordonner tout ça, faire en sorte que dans le marketing du film, on respecte bien tous les engagements contractuels qu'on a contractés sur toute la vie du film, puis organiser pour le côté un peu paillette, les avant-premières, les sorties, etc., etc. Merci, c'est une belle présentation du métier de chargé de production. On va revenir sur quelques points plus précis plus tard. Est-ce que avant ça, tu peux nous parler de ton parcours ? Quel a été ton chemin pour en arriver là aujourd'hui ? Donc moi, en terminale et au lycée, je voulais étudier l'économie. Et j'avais beaucoup de mal à me projeter sur ce que pouvait être un métier, ce que je pouvais faire comme métier. Donc j'ai fait, dans ma famille, ils poussaient pas mal pour qu'on fasse des études un peu théoriques, un peu chouettes, un peu chouettes dans le dans les système études, français élitiste, tout ce qu'on veut. Et donc j'ai fait une classe prépa d'économie et de gestion, d'éco et de maths et gestion. Voilà, qui était vraiment 15 heures d'économie par semaine, de sciences économiques, de maths appliquées, et de la gestion, de la compta par la suite. Et ça prépare à rentrer à l'ENS Cachan, qui maintenant s'appelle l'ENS Paris-Saclay. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai réussi mes concours. Et donc, je suis rentrée dans cette école en L3. Donc, toujours pas de cinéma à ce moment-là. Après, j'ai fait un master de recherche en sciences de gestion, donc en management stratégique. Et là, il y a eu le Covid et c'est vrai que je pense que comme beaucoup de gens, ça remet un tout petit peu les idées en place sur des questions sur ce qu'on peut faire. Et moi, à cette époque, je faisais que des stages en direction financière de start-up. J'aimais comprendre les fonctionnements des entreprises, comment elles se finançaient, Là, pardon, tu étais en master à ce moment-là, c'est ça ? Là, j'étais en M1 Ok. à ce moment-là. Je fais un stage de 6 mois dans une start-up qui se casse la gueule totalement pendant le Covid. C'était une start-up dans quel domaine ? Dans le paiement en cashless. Ok. Voilà. D'accord. Très précis. Voilà. C'était un stage un peu compliqué. Et pendant ce temps-là, moi, je rédige un premier mémoire de recherche en M1 et sur les stratégies de croissance des startups. Et je me rends compte qu'il me manque un truc, qu'en fait, le secteur des startups m'intéresse, mais parce que les entreprises m'intéressent, mais pas plus que ça. Parce qu'à ce moment-là, tu te projetais dans un métier assez précis au niveau de la gestion de start-up, dans l'entrepreneuriat ou pas tout à fait ? C'était pas très précis, honnêtement, mais c'était de la direction financière. J'aimais bien les directions financières de boîte. Et en fait, il se passe ça, et puis je rentre en M2 de recherche, vraiment encore plus recherche à ce moment-là. Et puis là, je fais un petit peu le point, du coup, après ce stage que moi, j'ai pas trop aimé. Et je me rends compte dans ce qui est en fait une période de point dans ma vie, je me rends compte que je regarde pendant 12 heures d'affilée que des films et des séries et des documentaires sur le cinéma et sur l'audiovisuel. Et c'est comme si je reconnectais un tout petit peu mes neurones et je me disais, en fait, globalement, c'est ça qui t'intéresse dans la vie. Et donc, je me suis arrangée pour faire des stages en même temps que mon master de recherche. Et donc, je faisais la journée un stage dans une boîte de prod de documentaires et le soir, mon master. Donc, j'ai fait une sorte d'alternance qui n'existait pas normalement.
Et c'était un peu ma manière de tester pour savoir si ça m'intéressait vraiment. Et ça m'intéressait vraiment. C'était quelle boîte de prod? Ciné TV, c'est la boîte de Fabienne Servan-Schreiber. Et je travaillais en documentaire, donc pour des docus télé. C'était très chouette. Donc c'est comme ça que tu as vraiment découvert, que tu as mis ton premier pied dans la production. Oui, complètement. Et je pouvais faire une 4e année d'études à l'UNS. Et donc j'ai décidé de faire cette 4e année d'études à la Sorbonne dans un master qui s'appelle Digital Media et Cinéma, et pour continuer de voir si le secteur et si la production m'intéressait beaucoup. Mais à ce moment-là, en fait, il y a un truc où c'était très facile pour moi de faire ces choix-là parce que c'était que des tests, en fait, tout le temps. T'étais libérée peut-être de la pression d'avoir tes diplômes que du coup t'avais en poche. Complètement. En fait, les études à l'UNS, moi je suis rentrée en tant qu'élève, donc j'étais rémunérée par l'école pour faire mes études parce que j'étais considérée comme fonctionnaire stagiaire. Et donc, c'est un confort absolu et énorme, quoi. Je pouvais faire... J'avais ces 4 ans, l'ENS, donc cette 4e année existait et ça rentrait dans le parcours de l'école, que j'aille à la Sorbonne faire une année un petit peu différente des autres. Et donc, c'était pour moi une sorte de période de test de plein de choses qui m'étaient permises parce que ces études-là, quoi. Sinon, ça aurait été des choix beaucoup plus compliqués à faire. Et c'est comme mes premiers stages, le premier stage chez Ciné TV, j'étais pas rémunérée en tant que stagiaire. Donc, c'était vraiment tout bénef pour les gens qui m'employaient. Et pour moi, vraiment une période juste de test, quoi. Ouais, donc c'était win-win, quoi. Voilà. Et c'est devenu un peu plus évident quand j'ai fait ce master à la Sorbonne, du coup. Là, d'accord. Les choses se sont un peu plus alignées dans ma tête. Et tu as fait un prochain stage donc au cours de cette année-là, après ton stage en boîte de prod de documentaire, du coup? Non, après j'ai fait mon mémoire, je devais faire un gros mémoire de recherche et donc j'ai fait mon mémoire de M2. Et après, quand je suis arrivée à la Sorbonne, là j'avais un stage de fin d'études et j'ai fait ce stage de fin d'études chez Nolita. Voilà. D'accord. C'est là que je voulais en venir. C'est là qu'on arrive. Et c'est là où il y a eu une sorte de... Je voulais absolument faire mon stage de fin d'études chez Nolita. Ah d'accord, t'avais déjà ciblé de la boîte de prod que tu souhaitais intégrer ou en tout cas... en fait, j'ai eu comme intervenant Mathieu Ageron, qui est du coup un des producteurs de Nolita. Là, ça a été la première fois qu'on me parlait de financement de cinéma, vraiment. Et moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop intéressant. Et en même temps, là, ça va être un moment très fan, mais allons-y. En même temps, sortait la série documentaire sur Orelsan. Et je suis fan. Et donc, ces deux informations ont suffi pour me dire je ferai mon stage dans cette boîte-là. Et encore une fois, j'avais le confort de mes études et d'être rémunérée pour me dire que, en fait, j'ai demandé un stage un peu au débeauté à Mathieu, un peu au culot. Et je me suis autorisé le droit de ne postuler nulle part ailleurs tant que j'avais pas de réponse. Donc, j'ai attendu une réponse. Il n'y avait pas de plan B, c'était plan A ou plan A. Voilà, c'était un peu l'idée. Est-ce qu'on a beaucoup de responsabilités quand on est chargé de production? En fait, oui, un peu. La particularité de ce métier, je crois que c'est un amas énorme de plein de petites choses qui peuvent être toutes aussi importantes les unes que les autres. Je crois que la compétence majeure que ce métier demande un petit peu, c'est d'être couteau suisse et de savoir encaisser cet amas d'infos qu'on donne. Et moi, j'ai passé je pense à peu près les 2 premières années à être extrêmement stressée. Alors, ça tombe bien. On a un petit jeu de vrai-faux où on a relevé des petites phrases, souvent des idées préconçues que les gens peuvent avoir sur le milieu du cinéma en général ou certains métiers. Okay. Donc, en l'occurrence, la première phrase qu'on avait relevée, c'était « Pour être chargé de production, il faut savoir gérer son stress ». En tout cas, on est forcé de vrai oui, vrai. Mais... Même si au début, moi, c'était faux, je le gérais, je le subissais en tout cas. Mais en fait, c'est le temps de se rendre compte de ce qui est rattrapable ou pas. Donc, tu dirais que, en fait, ça s'apprend après. En fait, au début, on se fait une montagne de tout. Et en fait, la plupart des choses sont rattrapables par la suite. Et en fait, ça sera comme ça toujours. Donc, en fait, il faut avancer, quoi. Faire avec. Voilà, ok. Ça. Prochaine phrase. C'est un métier de bureau. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Essentiellement, majoritairement, très majoritairement, ouais. Ouais. Tu vas un peu sur les plateaux de temps en temps ou ça arrive pas du tout? Si, j'y vais parce que je trouve ça important dans le lien avec tout le monde et que ça facilite beaucoup le travail de connaître bien toutes les équipes et de voir la réalité de tout. Après, je ne sers à rien sur un plateau de tournage, donc D'accord. J'y vais pas beaucoup, quoi. Ok. J'y vais de temps en temps. Donc tu gères vraiment tout ce qui est annexe, enfin qui est lié au tournage, mais c'est d'autres problématiques. C'est pas voilà, ta présence physique sur le plateau ne va pas être forcément utile. Oui. Voilà, tu vas gérer tous les à côté avant le tournage peut-être et après en fait. Exactement. Après, je pense que ça dépend encore une fois de l'organisation des boîtes de prod. Nous, c'est sur les longs métrages que moi je suis. En fait, presque la période de tournage, c'est le moment où j'ai le moins de travail. C'est parce que tu délègues, en fait, c'est délégué à une autre équipe. Voilà, il y a une équipe de production sur le plateau et que moi, je peux répondre à leurs questions s'ils ont des interrogations à certains moments, mais techniquement, c'est presque le moment où j'ai le moins de boulot. C'est plus ton ressort. Ok. Et on récupère après en post-production. Là, par contre, ouais. D'accord. Quand on est chargé de production, il n'y a pas de place à l'artistique. Ça dépend de la place que les producteurs te laissent. D'accord. Donc ça dépend beaucoup des projets et des boîtes. Ouais, je pense. Un chargé de production peut donner son avis en fait sur un scénario, sur voilà, toi tu as l'occasion de lire certains scénarios, ok, mais ça dépend de si on t'écoute sur ces moments-là et après un impact artistique. Moi là de plus en plus on suit la musique des films parce qu'on travaille très peu avec des superviseurs musicaux, on le gère en interne, donc tu peux avoir un petit impact artistique à ce moment-là. Mais en fait, c'est pas que le scénario. Non, c'est pas que le scénario. Ça peut être il y a des films dont je regarde les versions de montage et où on en parle ensuite avec les producteurs. Il y a de l'artistique aussi au moment du marketing du film, où ça, on en parle aussi beaucoup plus. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une journée type? Oui. C'est une journée de bureau. Alors, j'ai une journée type parce que je sais que tous les jours je vais au bureau et que je vais répondre à des mails. J'ai pas de journée type parce qu'il y a des jours où il y a des gros dépôts d'une aide régionale ou au CNC ou machin, et donc la journée un peu tourne beaucoup autour de ça. Est-ce que c'est une étape que tu redoutes, le moment j'allais dire le moment du dépôt de dossier de financement, ou est-ce qu'il y a quelle est l'étape qui va peut-être te donner le plus de stress, justement, de pression, ou une étape que tu redoutes un peu parce que tu sais que ça a c'est une échéance importante? De manière très différente. Il y a les veilles de tournage parce qu'on dépose un gros dossier qui est pour le coup plus administratif, qui n'est pas une demande d'aide, mais qui est l'agrément des investissements qu'on envoie au CNC. Ou l'équivalent en audiovisuel, vu qu'on fait aussi de l'audiovisuel, de l'autorisation préalable. Ces moments-là, c'est des moments importants dans la vie du film, parce que souvent, en fait, on a beau tout faire pour anticiper tout parfaitement. Parfois, on est souvent en train de terminer des négos le jour J, de la veille de tournage, la deadline et la veille de tournage. Il faut envoyer tel et tel et tel contrat, par exemple, qui change telle et telle info dans le dossier. Et ça arrive qu'on l'envoie à 23h30, quoi. Et après, moi, ça, c'est des journées, oui, aussi. Ta journée est tournée autour de ça. Et après, je pense les jours d'avant-première et les jours de sortie des films aussi beaucoup, parce que l'avant-première, on l'organise. Souvent, on est en lien avec le distributeur toute la journée. Et la journée de sortie, pareil, parce que le soir aussi, il y a des soirées. Et donc, on est dans la coordination de tout ça. Et je pense que c'est les 3 types de journées, moi, qui sont le plus intenses pour moi. Et du coup, tu es en lien, j'ai l'impression, un peu tout le temps avec tout le monde. Donc, de manière générale, dans ton quotidien, comment tu arrives à couper? Parce qu'il y a quand même un moment où il faut couper. J'imagine que c'est très chronophage dans son esprit d'avoir tout ça en tête. Est-ce qu'il y a un petit bouton off ou comment ça se passe? Personnellement, moi, pas tant. Mais je le vis de mieux en mieux. Et non, je pense que ça dépend vraiment des caractères. Moi, je coupe pas trop dans ma tête, sauf quand je suis avec des copains ou des gens que j'aime ou que je fais une activité vraiment très différente. Mais ça me dérange pas tant que ça. Moi, tu aimes ce que tu fais, donc finalement, ça te pollue pas l'esprit. Non. Quand je suis vraiment trop fatiguée, si, mais c'est plutôt rare, heureusement. Enfin, ça va. Ok.
Et tu parlais tout à l'heure dans ton parcours beaucoup d'économie, de finances, en tout cas d'études de marché ou du coup dans tout ça, moi je me demandais, il y a des métiers qui sont toujours autour du cinéma, qui sont peut-être plus liés directement aux chiffres et à la finance. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de t'orienter vers ce type de métier un peu plus, j'allais dire spécifique, au sens que ça va peut-être être, un peu moins polyvalent dans tes missions et où tu aurais été peut-être plus en contact, régulièrement avec les chiffres? Non, ça a été l'inverse qui s'est passé. En fait, je pense qu'initialement, c'était ce qui m'intéressait le plus quand j'ai commencé mes études, l'économie, la finance, la gestion et tout ça. Mais en fait, ce qui m'intéresse réellement, en tout cas quand j'étudiais les sciences de gestion, c'était comment on s'organise dans une entreprise et quels choix stratégiques on va faire. Et en fait, étudier la compta d'une boîte et étudier la finance d'une boîte, pour moi, c'est juste une retranscription des choix qui ont été faits par le passé. Mais c'est juste la littérature des outils ou de la littérature qu'on utilise pour décrire ce qui s'est passé dans une boîte. Moi, c'est comme ça que je vois la compta. Ça m'intéresse intellectuellement toujours, mais ce que j'ai adoré dans la production, c'est que c'est une entreprise donc qui doit s'organiser comme une entreprise, mais qui doit faire des choix, qui cherche à produire des films. Et produire des films, c'est produire un truc qui est toujours différent, où on sait jamais si ça va marcher. On doit tout le temps le financer avec un peu les mêmes gens, mais toujours un petit peu différemment. Et à la fin, c'est en salle, on sait pas si ça va plaire ou pas. Et c'est de l'art. C'est de l'art qui est financé par des industriels et qui est fabriqué par des techniciens. Et en termes de vie d'entreprise et de comment stratégiquement on pilote tout ça pour créer des films, c'est un non-sens total de sciences de gestion et donc je trouve ça fascinant. Et est-ce que tu as des envies de production à l'avenir? Oui, bien sûr. Oui, je pense. Ouais. Ça serait chouette. C'est comment le faire, comment le mettre en place, comment y arriver, je sais pas. Mais oui, parce que je trouve que ce métier est fou. Donc c'est quelque chose que tu as en tête de te dire: «Un jour je produirai». Intellectuellement, ça m'intéresse énormément. Après, je pense que ça demande c'est une vie d'entrepreneur, en tout cas si on monte sa boîte pour le faire. Et ça demande une sacrée dose de courage à un moment donné. Ça demande un courage que je me souhaite d'avoir un jour. Un jour. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui sort du lycée, qui a une envie comme ça de se tourner, qui a l'envie de se tourner vers le cinéma, l'audiovisuel et qui ne saurait pas trop où aller parce que parfois, même s'il y a des écoles de cinéma qui sont plutôt axées généralement sur les métiers techniques, de l'image, du son, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces étudiants-là? Je suis pas très forte en école de cinéma parce que du coup j'en ai pas fait, j'ai pas évolué dans ce milieu-là. Enfin, moi, la manière dont j'ai avancé dans mes études, c'est que j'ai d'abord choisi des choses soit des compétences qui m'intéressaient d'avoir, soit des domaines que ça m'intéressait de les étudier. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut capter nos forces principales. Est-ce que moi j'ai un peu relevé dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit Mathieu, je suis vraiment allée le voir au culot. Oui. Est-ce que ce serait de l'audace peut-être Alors du coup, mon conseil par rapport à ça, c'est que, par exemple, le fait que quand j'ai demandé un stage à Mathieu, ce qui a marché, c'est qu'en fait, il y avait pas beaucoup de gens qui participaient dans ma classe. Et moi, je participais beaucoup. Et donc, en fait... Être bon élève, donc. Et donc, en fait, en tout cas, à ce cours-là, je participais beaucoup. Je participais pas beaucoup à tous les cours, honnêtement, mais là, ça m'intéressait. Donc voilà. Mais du coup, ils voyaient qui j'étais, quoi. Donc en fait, je pense que quand on a l'occasion de rencontrer des professionnels dans sa formation, quel qu'il soit, et que en fait c'est dans des domaines qui nous intéressent, où on se rend compte que ça nous parle et que techniquement c'est des choses qu'on a envie de faire, oui, participer en cours, essayer de pouvoir aller discuter avec ces gens-là ensuite pour pouvoir les recontacter et ne pas hésiter à leur demander des stages, à leur demander du temps, de leur demander de parler, quoi. Je pense que ça serait ça. Faire des podcasts. Ou en écouter, on sait jamais. Bien sûr. Oui, peut-être qu'on peut dire ça. Oui, le culot ou l'audace de demander à un moment donné quelque chose auquel on croit. Après, moi, je crois aussi vraiment que quand on se présente et qu'on fait un entretien pour un stage ou tout ça, si réellement on est très sincère dans notre démarche et qu'en fait c'est cohérent avec
ce qu'on a envie de faire à ce moment-là et que c'est logique, globalement, ça se voit et ça se ressent et c'est intéressant. Donc, je dirais de pas s'éparpiller à faire des choses qu'on est sûr qu'on n'a pas envie de le faire. Ça, je pense qu'on perd du temps et qu'on perd de l'énergie. Et être très sincère dans ce qu'on a vraiment très envie d'aller voir, quoi. Ouais, donc se poser des questions, un peu faire une analyse de soi à un moment donné quand même, de faire peut-être un tri, de se dire, OK, si on est un peu perdu, par exemple, de se dire, de revenir à ce qui nous plaît et aux compétences, comme tu disais, qu'on aurait envie peut-être d'étudier. Complètement. Et ne pas hésiter à demander conseil ou demander des expériences de stage, par exemple, Totalement. à qui que ce soit quand on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'oser. On va passer à la question signature du podcast. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de ton métier quand le générique défile? Alors du coup, c'est marrant parce que moi, le générique, je le tape presque. Donc en fait, je le connais sur les films sur lesquels je travaille. Je le tape pas moi réellement à l'image sur fond noir, mais je sais tout ce qui est écrit. Peut-être que ce que le générique ne montre pas sur les chargés de prod, c'est qu'on n'a pas tant le droit à des fautes d'inattention et à des petites erreurs. Et ça revient avec l'amas de petites choses qu'il faut gérer, mais qui sont en fait pas des petites choses. Je sais pas, manquer d'attention et se tromper d'un jour sur une date pour un dépôt auprès d'une région, en fait... le film, il va se tourner peut-être dans une autre région, quoi. En fait, parce que ça va pas se financer pareil. Parce que ça va pas se financer pareil, parce que ça va être autre chose. Finalement, ce qu'on voit pas trop, c'est quand même l'importance capitale du rôle de chargé de prod, parce que s'il y a, je sais pas, une erreur de date pour un dépôt de dossier, ça va en fait prolonger le financement du film, ça va donc prolonger le tournage. En fait, ça a un réel impact sur la création, Après, la vie du film. C'est des chargés de production comme plein d'autres gens dans la boîte. C'est pas du tout que nous, mais c'est à quel point en fait les prods délégués à l'initiative des projets qui les financent et qui travaillent dessus pendant des années. En fait, il y a beaucoup de moments où on est sur une crête, quoi, et le projet peut devenir quelque chose ou totalement autre chose. Et c'est vrai que quand on voit le produit final, on peut pas se douter de tous ces moments où ça aurait pu vraiment switcher et être totalement autre chose. Donc il y a ça, et puis on voit pas toujours... Enfin, on peut le voir à un endroit très précis du générique, mais bon, ça c'est vraiment quand on est geek de ce qui est écrit, mais on voit pas forcément depuis combien de temps on porte le projet aussi en interne, depuis combien de temps les producteurs le développent, et c'est un peu les deux gros volets, c'est le temps et vraiment les switches de ça. Les moments de bascule. Ouais. Ok, merci beaucoup Zoé. Et merci à vous. Merci Margot. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et t'as dit qu'on était aussi sur Instagram? Et TikTok aussi.